Dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai programmé ce simulateur de fluide. J'ai commencé avec un projet complètement vide et je vais tout faire à la main, en C++. Pour l'instant, le programme ne fait rien d'intéressant, il affiche du texte à l'écran pour tester que la compilation marche. Bref, avant de vraiment pouvoir commencer le moteur graphique, il faut un moyen d'afficher quelque chose à l'écran. Et pour ça je vais écrire une image sur le disque dur. Une image, au final, c'est plutôt simple. C'est une liste de pixels qui ont chacun une certaine couleur. Pour représenter la couleur d'un pixel, il suffit de 3 nombres qui correspondent respectivement à la quantité de rouge, de vert et de bleu. Ensuite, pour l'écriture sur le disque, j'ai utilisé le format ppm, qui est un format facile à écrire. Il est composé de 2 parties, une en-tête où on renseigne les dimensions de l'image, et le contenu où on renseigne la couleur de chaque pixel, les uns à la suite des autres. Comme le format ppm n'est pas supporté de base par mon OS, j'ai converti l'image en PNG avec FFmpeg. Pour le moteur graphique, on va reproduire les lois de la physique qui expliquent la vision d'un objet par un être humain. Pour rendre quelque chose visible, il faut obligatoirement une source de lumière. Les rayons de lumière émis se propagent alors dans le vide et rencontrent les objets de l'environnement. Une partie de ces rayons sont réfléchis par l'objet et certains d'entre eux atteignent nos yeux. C'est l'interprétation, par notre cerveau, de ces rayons reçus qui font que l'on voit l'objet d'une certaine manière. Si on rentre dans le détail de l'explication, la lumière c'est des particules, qu'on appelle photons, et qui se propagent dans l'espace. Chaque photon possède une certaine quantité d'énergie qui détermine la couleur du rayon de lumière. Lorsqu'un photon rencontre les atomes d'un objet, 2 phénomènes peuvent avoir lieu. Soit le photon est absorbé par la matière, dans ce cas il est détruit, et son énergie est transformée en chaleur. Soit le photon est réémis par l'atome, et dans ce cas, il est renvoyé dans une direction aléatoire. C'est ce qu'on appelle la diffusion. C'est ce phénomène qu'on cherche à simuler. Dans le programme, la source de lumière et les yeux sont représentés par un point. Un rayon de lumière est représenté par une demi-droite. Et une équation donne la répartition du gaz. Pour capter la lumière reçue, on positionne l'image devant les yeux. La couleur d'un pixel est calculée à partir de l'intensité de la lumière qui le touche. Plus l'intensité est grande, plus le pixel est clair. Pour déterminer cette intensité, on utilise la loi de Beer-Lambert. Elle donne la variation de l'intensité lumineuse en fonction de la distance parcourue par le rayon dans le gaz. Pour une répartition homogène, l'intensité décroît de manière exponentielle. Le coefficient d'atténuation prend en compte l'énergie perdue par l'absorption ou la diffusion d'un photon. Dans notre cas, le gaz n'est pas réparti uniformément et le calcul est en réalité plus compliqué. Très peu de rayons atteindront l'œil, ce qui fait beaucoup de calculs inutiles. Heureusement, les calculs sur la lumière ne dépendent pas du sens du parcours du rayon, c'est le principe de Helmholtz. On peut alors réaliser la simulation en inversant le rôle de l'œil et de la lumière. Dans ce cas, on envoie juste les rayons qui nous intéressent, ceux qui partent de l'œil vers l'image, et on retrace leur parcours à l'envers.
On a besoin de quelques fonctionnalités de base, comme situer un point dans l'espace et le déplacer, obtenir la taille d'un objet et le redimensionner, ou encore décrire la direction d'un rayon. Tous ces concepts peuvent être modélisés avec des vecteurs de dimension 3. Un vecteur, en gros, c'est un objet mathématique sur lequel on a défini une opération d'addition qui dit comment l'ajouter à un autre, et une opération de multiplication qui dit comment l'agrandir. Il est de dimension 3 parce qu'on le décrit avec 3 variables indépendantes. J'utilise le vecteur pour les points, les directions et les dimensions, et les opérations ont une utilité pour chaque cas. Par exemple, soustraire 2 points me donne le vecteur qui les relie, et sa longueur me donne la distance qui les sépare. Redimensionner un objet dans une direction ou le déplacer, c'est juste additionner un vecteur. C'est tellement pratique que j'ai utilisé un vecteur pour représenter une couleur, puisqu'elle ne dépend que de 3 paramètres. Bref, avec tout ça, on peut modéliser un rayon de lumière. Pour modéliser le gaz, je pars d'un grand cube que je subdivise en éléments très petits qu'on appelle voxels. Choisir une répartition, c'est alors choisir une fonction qui associe à chaque voxel un certain nombre d'atomes. Pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai d'abord déterminé cette fonction dans le cas d'un carré. L'avantage, c'est que j'en ai une représentation graphique. Ensuite, je la généralise dans le cas du cube. Enfin, je calcule le coefficient d'atténuation de Beer-Lambert pour chaque voxel. Il est proportionnel à la quantité de matière. On peut enfin passer au rendu graphique. Comme je l'ai expliqué, on envoie un rayon qui part de l'œil vers le pixel dont on veut déterminer la couleur. Il faut ensuite résoudre l'équation de Beer-Lambert. Un rapide calcul montre qu'on peut la décomposer en 2 parties similaires, de l'œil vers le gaz, puis du gaz vers la lumière. On intègre ensuite la fonction d'atténuation. Si on la représente graphiquement, son intégrale correspond à l'aire sous la courbe, qu'on peut calculer de manière approximative, en subdivisant l'abscisse. L'intégrale correspond alors à la somme des aires des rectangles sous la courbe. Ensuite, la fonction exponentielle transforme les additions en multiplication. On arrive alors à une expression où chaque exponentielle a un argument très petit. Et donc, on approxime finalement l'exponentielle par son développement limité en 0. Le but, c'est d'arriver à créer une vidéo, mais pour l'instant, le calcul est beaucoup trop lent. Pour mesurer combien de temps prend ce calcul, je crée un objet de chronométrage. Le chronomètre sera lancé à la création de l'objet, et il s'arrêtera à sa destruction. Ici, je mesure le temps de calcul d'une image de 256 par 256 pixels. Ça a pris un peu plus de 7 minutes, ce qui est beaucoup trop. Je vais faire une série d'optimisations pour arriver à un temps de calcul inférieur à 1 seconde. Tout d'abord,
si une région ne contient pas ou très peu de gaz, elle n'aura quasiment aucun impact sur le rayon de lumière. Ainsi, il n'est pas nécessaire de poursuivre le calcul si un voxel ne contient que très peu d'atomes. Ensuite, un rayon très faible ne sera pas visible, on peut donc arrêter le calcul. Lorsqu'un rayon atteint un voxel, son coefficient d'atténuation est recalculé. Pour éviter ce calcul inutile, je stocke en mémoire les coefficients précalculés pour tous les voxels. Enfin, la dernière optimisation est plus technique. Le calcul du coef d'atténuation est effectué voxel par voxel, l'un après l'autre. Pourtant, l'atténuation d'un voxel donné est indépendante des autres calculs, puisqu'elle ne dépend que de la position du voxel courant. On peut donc calculer l'atténuation en parallèle. Comme il s'agit d'une opération massivement parallèle, la carte graphique est plus adaptée. J'ai utilisé NVIDIA CUDA, qui permet de compiler du code C++ sur la carte graphique. Il suffit alors de marquer les parties du code qu'on veut rendre dispo sur la carte graphique. C'est la même chose pour le calcul de l'image. La couleur d'un pixel ne dépend que de sa position, et on peut faire le calcul en parallèle. Maintenant que le calcul est beaucoup plus court, je passe à des résolutions d'images plus grandes, qui vont me servir de base à la création de la vidéo. Pour le premier test, je vais progressivement augmenter la concentration de gaz dans la boule. Je crée d'abord une méthode pour pouvoir faire varier cette concentration. Il suffira alors de progressivement augmenter cette valeur, au fur et à mesure que l'on avance dans la vidéo. Une vidéo, c'est une séquence d'images qu'on fait défiler suffisamment rapidement pour donner l'illusion de mouvement. Dans mon exemple, je calcule 120 images ppm. Chacune d'entre elles correspond à un instant différent de la vidéo. La concentration est augmentée à chaque fois qu'on calcule une nouvelle image. Une fois le calcul de toutes les images effectuées, on les assemble avec FFmpeg pour obtenir une vidéo. On est capable de faire varier la quantité de gaz en un point donné. Mais ce que l'on veut, c'est la faire évoluer en respectant les lois de la physique. L'évolution de la quantité de matière dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend, entre autres, de la température, ou encore de la vitesse des particules. Cependant, ces valeurs sont locales, et varient en fonction de l'endroit où l'on se trouve. On a donc besoin d'associer une valeur à tous les points de l'espace.